Mon nom est Dimitri ou Dimitrios Roussopoulos et je suis né à Montréal, au Canada, qui avait deux aspects. Il y avait la jeunesse influencée par mon père et il y avait la jeunesse influencée par ma mère. Alors c'était un peu deux côtés de la même médaille, mais c'était deux côtés assez distincts. Mon père voulait bien sûr que je devienne un homme d'affaires comme lui. Ma mère, de l'autre côté, voulait que je devienne un artiste, un musicien, un chef d'orchestre, un pianiste, mais un artiste. Je suis allé à un conservatoire ici à Montréal pour 8 ans pour prendre le piano, surtout la composition, l'expérience orchestrale. Et j'ai été très attiré par cet côté de mon intérêt. De l'autre côté, j'ai commencé à devenir politisé, c'est-à-dire j'ai devenu un athée, j'ai devenu très social dans ma pensée, j'ai devenu très à gauche. Et il y avait un schisme dans ma personnalité entre une carrière d'un artiste et un humain qui voulait s'engager dans la société, d'aider, d'améliorer la société vers le mieux. Alors, la crise a pris son point à l'âge de 15 ans et il y avait une expérience très personnelle où j'ai décidé d'abandonner l'intérêt de devenir un artiste, un musicien, que je regrette jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas une idée claire de qu'est-ce que ça veut dire de changer la société. Parce que dans les années 60, dans les années 50, il faut se rappeler qu'après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait qu'une idéologie qui dominait nos sociétés, la consommation et le matérialisme. Et il y avait un secteur de la jeunesse qui était révolté contre ça, mais ne savait pas quoi faire exactement. Au niveau subjectif, on était très séparés de tout ça. Mais, je répète, on ne savait pas comment manifester nos désaccords avec ces valeurs, soi-disant valeurs. Et c'est à cette époque-là que les beatniks et la culture de jazz, et la culture de Jack Kerouac, toute cette dissidence, première dissidence après la Deuxième Guerre mondiale qui a commencé. Et dans les années 50, avant que je quitte pour aller à Londres pour faire mes études supérieures, il y avait un grand philosophe qui m'a beaucoup influencé, un mathématicien, mais aussi un philosophe qui portait le nom Bertrand Russell. Et lui, en 53-54, il a publié un texte avec Albert Einstein, Albert Schweitzer et d'autres grands personnages, où il sonnait la cloche d'alarme sur le danger de les bombes nucléaires, les bombes atomiques. Et pour Russell et les autres signataires de cette déclaration, c'était un grand danger pour toute l'humanité. Et à partir de la publication de ce texte, un nouveau mouvement était né. Et quand j'étais étudiant à Londres, j'ai été influencé par tout ce mouvement-là, mais je n'ai pas eu de contact avec ce mouvement-là. Donc, j'ai décidé avec
3 ou 4 autres Canadiens de participer à une manifestation. C'était une marche qui commençait de la base qui s'appelle Aldermaston, dans le nord de l'Angleterre, où on faisait les bombes nucléaires pour le militaire britannique. Et cette marche était pour commencer là et terminer 4 jours plus tard dans le centre de Londres. Et les participants dans cette marche étaient toutes les générations, des jeunes, des moins jeunes, etc. Alors on a décidé, moi-même incluant, de marcher avec tout ce monde-là. Et là, j'ai rencontré pour la première fois des gens très sympathiques, les gens qu'on avait un sens de humaniste, humanitaire, des gens qui s'intéressaient beaucoup dans empêcher le gaspillage du militarisme, toute une série de revendications. Et on a marché depuis 4 jours, au moins 20 km par jour, pour arriver dans le centre de Londres. Et là, dans le centre de Londres, le dimanche de Pâques, il y avait 100 000 personnes dans le centre de Londres. Et c'était une expérience dans un mouvement pour la première fois dans ma vie où j'ai rencontré des gens avec lesquels j'ai eu une affinité au-delà de les sentiments que j'ai eus avec mes amis dans les années 50. C'est devenu le personnel, le subjectif est devenu plus objectif et plus inclusif. Alors, les années 60, vous les connaissez un petit peu, c'était un décennie très chaud, politiquement chaud, où il y avait beaucoup d'actions au niveau des droits humains, au niveau de la démocratie participative. Je peux donner toute une liste de choses qui sont sorties dans cette période-là. Et il y avait un schisme très bien délimité entre la vieille gauche et la nouvelle gauche. La grande différence, c'est que la vieille gauche était une gauche marxiste, et souvent marxiste-léniniste, et souvent sympathisant à l'Union soviétique. Et la nouvelle gauche était très anti-autoritaire, très libertaire, très communautaire, très à la base de la société. Comment donner la connaissance, le courage et la capacité pour les gens qui sont normalement pas dans des mouvements, pas dans des syndicats, pas dans des partis politiques, de construire dans différents quartiers et dans différentes villes une base pour une nouvelle société. Et les coopératives ont un certain caractère social et culturel. Vous savez, la première coopérative était fondée en 1844 dans une petite ville en Angleterre, Rochdale, où les fondateurs ont adopté certains principes de base. Et je vais nommer quelques-uns seulement. Bien sûr que c'était des associations dès le début démocratiques, c'est-à-dire les membres prennent toutes les décisions importantes. Uno. Secondo, égalité complète entre hommes-femmes. Et je rappelle l'année 1844. Beaucoup plus avance que le féminisme qu'on connaît assez plus tard. Okay? Troisième principe, toute interdiction du racisme. Alors ça, c'était parmi les principes de base de la première coopérative. Maintenant, le mouvement coopératif est un mouvement international avec toutes sortes de coopératives, de pêcheurs, des gens qui travaillent dans les forêts,
dans l'habitation, dans la construction. En tout cas, l'idée de base des coopératives comme organisation sociale, différent que les grands multinationales et les corporations, les grandes compagnies capitalistes, est assez bien établie dans différents pays. La chose qui est pour moi le plus important, qui n'est pas malheureusement assez souvent répétée quand on présente le projet Milton Park, est que c'est un projet qui va contre les valeurs du capitalisme, du marché. C'est-à-dire enlever tout ce terrain-là du marché privé et de le rendre social et communautaire dans le centre-ville de la deuxième ville la plus importante au Canada, ce n'est pas une petite chose. Donc, il y a des alternatives, c'est ça qui... Mais ça prend un engagement, ça prend un leadership, ça prend une reconnaissance que la démocratie participative peut être une réalité en pratique, mais ça prend beaucoup de travail, beaucoup de sérieux et beaucoup d'engagement. Viva! Sí.